Ce qui vient de se passer entre les deux économies nord-américaines ressemble étrangement à un examen que Donald Trump vient d'échouer devant tout le monde. Coïncidence ? Parce qu'il y a deux histoires qui se jouent en ce moment, côte à côte, sur le même continent. D'un côté, les États-Unis de Trump, qui viennent de publier l'un des pires rapports d'emploi de l'année. De l'autre, le Canada de Mark Carney, qui affiche des chiffres qu'on qualifie déjà d'enviés dans le monde entier. Et non, c'est pas juste une histoire de statistiques économiques qui divergent à un mois donné. C'est un problème de crédibilité qui s'effondre pendant qu'un autre pays construit méthodiquement la sienne. Alors voici ce qu'on va faire ensemble. On va d'abord regarder ce que le rapport d'emploi américain cache vraiment derrière son chiffre de chômage. Ensuite, on va aller voir pourquoi l'argent du monde entier choisit soudainement le Canada plutôt que les États-Unis. Et à la fin, vous allez comprendre pourquoi Donald Trump, en traitant Mark Carney de nasty en pleine négociation commerciale, a pu être signé l'un des pires calculs stratégiques de son second mandat. Un chiffre, tout de suite, parce qu'il mérite qu'on s'y arrête. Vendredi, le rapport d'emploi américain est tombé. Les économistes attendaient entre 80 000 et 90 000 créations de postes. Résultat réel, moins 23 000. Pas une croissance ralentie, une perte nette d'emplois dans la première économie du monde, sous une administration qui promettait l'âge d'or industriel. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que le taux de chômage, lui, va au moins confirmer la casse. Sauf que ça ne tient pas, et c'est là que ça devient franchement gênant pour la Maison-Blanche. Le taux de chômage a légèrement baissé à 4,1%. Sur le papier, ça ressemble presque à une bonne nouvelle. Regardez bien ça, parce que c'est exactement le genre de chiffre qui trompe si on ne regarde que la surface. Ce taux a baissé pour la mauvaise raison. L'économiste Heather Long l'a documenté noir sur blanc. Plus de 260 000 Américains ont quitté la population active le mois dernier. Ils n'ont pas trouvé un emploi. Ils ont arrêté de chercher. Le taux de participation au marché du travail est tombé à son plus bas niveau depuis plus de 5 ans. Un chômage qui baisse parce que les gens abandonnent, ce n'est pas une reprise. C'est un renoncement collectif qu'on maquille en statistiques positives. Et pendant ce temps, les salaires ne suivent même pas l'inflation. La croissance salariale tourne à 3, 2% contre une inflation à 3, 5%, qui devrait remonter vers les 4% maintenant que l'accalmie liée au mémorandum avec l'Iran s'est dissipée. En clair, les Américains qui travaillent encore voient leur pouvoir d'achat se faire grignoter mois après mois, pendant que Washington célèbre un taux de chômage en trompe-l'œil. Le loup qui criait au loup a fini par perdre toute crédibilité à force de répéter la même chose alors que la réalité racontait autre chose. C'est un peu ce qui se joue avec ce rapport d'emploi. Plus l'administration répète que tout va bien, moins les chiffres, eux, coopèrent. Le vrai problème commence ici. Parce que ce chiffre de moins 23 000 n'est pas un accident isolé. C'est la continuité d'un ralentissement qui dure depuis des mois, sous le poids de la guerre commerciale que Trump a lui-même déclenchée avec ses tarifs douaniers. Et c'est précisément là que ça coince, au moment où l'économie américaine montre ses premières fissures sérieuses. Il existe à quelques centaines de kilomètres au nord un contre-exemple presque parfait. Le chômage n'a pas baissé parce que l'Amérique va mieux. Il a baissé parce que des centaines de milliers de gens ont arrêté de chercher. Attendez, parce que le contraste avec le Canada n'est pas juste flatteur pour Ottawa, il est presque embarrassant pour Washington. Pendant que les États-Unis perdaient 23 000 emplois, le Canada en créait 75 000. Justine Wolfers, économiste en chef pour Midas Touch, a fait le calcul. Le Canada crée des emplois à un rythme environ 4 à 5 fois supérieur à celui des États-Unis. Pas légèrement supérieur. 4 à 5 fois. Il y a un deuxième chapitre à cette histoire et il change toute la portée du premier. Parce que ce n'est pas juste une question d'emploi. C'est une question de confiance des marchés et là, les chiffres deviennent presque gênants pour l'establishment américain. Matt Winkler, rédacteur en chef de Bloomberg, l'a résumé sans détour. Depuis l'arrivée de Mark Carney au pouvoir en mars 2025, le Canada a surperformé les États-Unis, la zone euro et pratiquement tout le reste du monde. Sur les 10 plus grandes places boursières mondiales, c'est le Canada qui a le plus progressé, plus de 40%. Ce n'est pas une coïncidence isolée, c'est une méthode. Le marché obligataire canadien va bien aussi, en partie parce que l'inflation y baisse, contrairement à ce qui se passe dans la zone euro aux États-Unis. Et selon Winkler, l'argent qui devait normalement affluer vers les marchés américains prend maintenant une autre direction.
Il parle de l'une des plus grandes périodes d'investissement étranger vers le Canada depuis un siècle, pas depuis 10 ans. Depuis un siècle. Winkler cite même un exemple concret, presque symbolique. IMAX, une entreprise installée dans la banlieue de Toronto, portée cette année par le succès du film Odyssée en salle. Un détail industriel, oui, mais qui illustre exactement où va l'argent en ce moment. Et c'est pas vers le sud de la frontière. Petite précision qui a son importance avant d'aller plus loin, parce qu'elle vient directement de sources institutionnelles et pas d'une chaîne d'opinion. Ces chiffres sur l'emploi sortent du Bureau of Labor Statistics américain lui-même, l'organisme fédéral qui compile ces données, et les propos de Winkler et Wolfer sont ceux qu'ils ont tenus publiquement sur leurs antennes respectives. Ce n'est pas une interprétation partisane, c'est le tableau que les institutions financières elles-mêmes dressent. Soyons honnêtes 2 secondes sur le meilleur argument en face, parce qu'il existe et il n'est pas ridicule. L'argument le plus solide des défenseurs de Trump, c'est que sa politique tarifaire vise justement à rapatrier une production industrielle qui avait fui les États-Unis pendant des décennies et que ce genre de transition prend du temps avant de porter ses fruits. Et il y a un fait réel derrière cet argument. Dans ce même rapport de juillet, les emplois dans la construction ont progressé de 22 000 et l'industrie manufacturière en a gagné 5 000. C'est pas rien. Et ce serait malhonnête de l'effacer. Sauf que ce gain sectoriel ne survit pas à l'examen du coût global. Prenez l'aluminium, un secteur que Trump cite lui-même comme une victoire stratégique. Depuis les premiers tarifs américains sur l'aluminium primaire, son prix aux États-Unis a grimpé de 58%. Une partie vient des prix internationaux, mais l'essentiel, selon les propres explications de Carney sur le sujet, c'est la répercussion directe du tarif sur le consommateur et l'industriel américain. Autrement dit, la protection qu'on vend comme un gain se retrouve payée cash par les entreprises américaines elles-mêmes à travers des coûts de production plus élevés qu'avant les tarifs. Le solde du mois, malgré ces 27 000 emplois industriels gagnés, reste négatif, moins 23 000 net. Vous avez remarqué comme ce genre de détail disparaît toujours avant d'arriver au gros titre ? Parce que le chiffre net, celui qui compte vraiment, est beaucoup moins vendeur qu'un communiqué sur des usines qui embauchent. Et c'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Le vrai morceau, c'est ce qui s'est passé quand Donald Trump a ouvert la bouche sur Carney lui-même. Dans un discours à Las Vegas, Trump a lâché mot pour mot « Canada's nasty, they're nasty, I love the people, but they're nasty, nasty leadership ». Le Canada est méchant, ils le sont, méchant, leadership méchant. Ça, c'est le président des États-Unis parlant publiquement de son plus proche voisin et partenaire commercial, en pleine négociation tarifaire. Juste une seconde, parce que la réaction canadienne mérite d'être entendue mot pour mot. Interrogé sur ses propos, Carney n'a pas paniqué, il n'a pas contre-attaqué à l'insulte. Il a répondu avec un calme presque chirurgical. Quel que soit l'adjectif utilisé, nous défendons les travailleurs et les entreprises canadiennes, comme nous l'avons toujours fait. Et il a ajouté, en creusant le sujet des négociations, vous pouvez dire nasty, mais c'est une question d'emploi canadien. C'est pas anodin, ce qui se passe là, parce que dans le même échange, Carney a dit une chose qui résume tout. Les Américains prétendent ne pas avoir besoin du Canada, alors qu'ils veulent exactement ce que le Canada a, l'énergie, la potasse, les minéraux critiques, l'aluminium. Trump insulte publiquement le fournisseur dont son propre pays a objectivement besoin. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et ici, l'ours vend l'aluminium. Ce qui m'inquiète, franchement, c'est pas seulement le ton des insultes, c'est ce que ce ton révèle sur la stratégie derrière. Trump a menacé d'imposer 35% de tarifs sur les produits canadiens à partir du 1er août et brandit désormais la menace de monter à 50% sur certains secteurs d'ici le 19 août. Carney, de son côté, refuse de signer un mauvais accord sous la pression du calendrier. Sa réponse est presque désarmante de sang-froid. On va négocier l'accord dont le Canada a besoin. Si on n'y arrive pas d'ici le 19, on continue, on n'a pas peur des menaces. Ce n'est pas de la maladresse diplomatique isolée. C'est une méthode répétée. Menacer, fixer une échéance théâtrale, espérer que l'autre camp cède par fatigue. Le problème, cette fois, c'est que Carney n'a manifestement pas besoin de céder parce que les chiffres, eux, sont de son côté. Et voilà où l'histoire prend une dimension que peu de monde a vraiment mesurée.
Pendant que Trump traitait Carney de nasty à Las Vegas, les citoyens canadiens ordinaires menaient déjà discrètement leur propre contre-offensive. Un sondage exclusif réalisé par la maison Nano pour CTV News a révélé que si l'alcool américain revenait sur les étagères canadiennes, 74% des Canadiens seraient peu susceptibles d'en acheter, une proportion en hausse par rapport à l'an dernier. Dans les reportages de CTV, des clients de magasins d'alcool en Ontario expliquent, sans grand discours, qu'ils ont simplement remplacé les marques américaines par des marques canadiennes et qu'ils n'ont aucune envie de dépenser le peu d'argent qu'il leur reste dans un pays dont les dirigeants, selon leurs propres mots, ne les traitent pas avec respect. Le commentateur de CTV News, Eric Ham, interrogé en direct sur cette sortie de Trump, a raconté avoir dû vérifier 2 fois de qui le président parlait. Il a expliqué que, en entendant ces mots, la veille, il a d'abord cru que Trump évoquait les Iraniens ou les Russes, avant de réaliser qu'il s'agissait bien du Canada. Et il en a tiré une conclusion simple. Avec ce niveau de vitriol envers un voisin aussi proche, il ne faut pas s'attendre à une percée rapide dans les négociations. Comparer, même involontairement, son plus proche allié à des adversaires géopolitiques déclarés, ce n'est pas un dérapage de langage, c'est un indicateur de l'état réel de la relation. Pendant que Washington gère la crise à coups de menaces, Ottawa construit méthodiquement des alternatives. Carney a rappelé que le Canada venait de signer plus de 20 accords économiques et sécuritaires à travers le monde avec l'Europe, le Royaume-Uni, l'Asie. Il a aussi occupé une place de premier plan au Forum de Davos, porté par un message de prévisibilité et de stabilité, exactement ce que les marchés cherchent au moment où les États-Unis deviennent imprévisibles. Ce n'est pas un hasard de calendrier si l'investissement étranger, qui aurait normalement atterri aux États-Unis, choisit désormais d'autres portes d'entrée. La grenouille qui bout doucement ne sent jamais le moment exact où l'eau devient dangereuse. C'est un peu le piège dans lequel l'administration Trump semble être tombée avec le Canada. Chaque déclaration méprisante, prise isolément, semble anodine. Mais additionnées, elles ont produit un boycott populaire durable, une érosion mesurable de la confiance commerciale et un basculement de capitaux vers un pays qu'on traite publiquement de méchant. Trump traite Carney de nasty et pendant ce temps, c'est son propre argent qui déménage au Canada. Revenez avec moi à la question du départ. On se demandait si le contraste entre ces 2 économies nord-américaines relevait de la coïncidence. Vous êtes venu pour un contraste de chiffres entre 2 rapports d'emploi. Vous repartez avec la preuve que ce contraste est en réalité le symptôme d'un effondrement de crédibilité stratégique alimenté par les propres mots du président américain. Parce que Carney n'a pas improvisé cette position de force. Il a dirigé la Banque d'Angleterre pendant la crise du Brexit, puis la Banque du Canada pendant la Grande Récession. C'est un banquier central qui parle en données vérifiables, pas en slogan. En face, il y a un président qui a construit sa réputation sur des faillites d'entreprises, notamment plusieurs casinos, avant de gérer aujourd'hui la politique commerciale d'une superpuissance. Le banquier central face aux faiseurs de faillite, ce n'est pas une image forcée. C'est littéralement le contraste que les marchés sont en train de trancher en temps réel, avec de l'argent véritable. Le mythe de Sisyphe, c'est cette punition où on répète le même effort en sachant ou en refusant de savoir qu'il ne mène nulle part. Et c'est exactement ce que Trump semble faire avec cette stratégie de la menace permanente. Répéter les mêmes coups de menton tarifaires en espérant un résultat différent pendant que les investisseurs, eux, votent déjà avec leur argent et que leur vote ne va pas dans le sens de Washington. Que les grands médias conservateurs n'en parlent presque pas. Ce n'est plus vraiment un hasard. On y célèbre les emplois gagnés dans la construction, jamais le solde net négatif du mois. On y répète l'idée que les tarifs protègent l'industrie, jamais leurs répercussions sur le prix payé par les entreprises américaines elles-mêmes. Si vous vous contentez des chaînes classiques, cette structure-là, vous ne la voyez jamais. Ce n'est pas une coïncidence isolée. C'est une méthode répétée à cette fois pour ne plus être un accident de communication. Le vrai problème, à mes yeux, dépasse largement la rivalité entre 2 dirigeants. C'est la question de savoir ce qui arrive à une superpuissance qui insulte publiquement ses partenaires au moment précis où elle aurait le plus besoin d'eux. Et rien ne dit que ça s'arrête là. La date du 19 août approche avec la menace de tarifs supplémentaires sur des secteurs entiers, acier, aluminium, automobile, bois. Carney a déjà prévenu que le Canada ne cédera pas à un mauvais accord, simplement parce qu'une échéance clignote sur un calendrier. Pendant ce temps,
Ce sont les travailleurs américains sortis des statistiques d'emploi qui encaissent le coût réel de cette confrontation pendant que les porte-paroles de la Maison-Blanche continuent, eux, de parler d'un âge d'or industriel introuvable dans les chiffres officiels. Il faut rester honnête sur un point. Rien de tout ça n'est irréversible. Une négociation peut encore aboutir. Mais ce qui est déjà établi, sans ambiguïté, c'est qu'un président a insulté publiquement son plus proche partenaire commercial, le mois même où son propre pays perdait des emplois et voyait ses investisseurs regarder ailleurs. Vous voulez savoir ce qui va se passer le 19 août, quand cette échéance tarifaire arrivera à son terme? Restez avec moi, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on suive ça ensemble, et un like m'aide vraiment à faire connaître ce travail d'analyse.